Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. En direct sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mac de l'Imo, votre matinale qui décrypte tous les sujets de l'actualité immobilière, mais pas que. En tout cas, vous êtes bien sur Radio Imo, on est bien le vendredi 5 avril, alors prenez votre tasse de café et détendez-vous, on est ensemble jusqu'à 9h. Chaque semaine, nous recevons un invité, une personnalité importante du monde de l'immobilier. Et cette semaine, celui qui nous fait l'honneur d'être notre invité du jour, c'est vous, Timothée Maucourt, cofondateur et CEO de MyLobby. Bonjour. Bonjour. Pour mener cette interview, je ne serai pas seul. Je suis également en compagnie de Sylvain Lévy-Valency, que l'on ne présente plus sur Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Erwan et bonjour à tous. En quelques phrases, Timothée, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Timothée, j'ai cofondé MyLobby en 2019. J'avais rencontré une centaine d'agences. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai besoin sur la traçabilité des trousseaux de clés. Donc, on a lancé la solution en 2021. Donc, ça, c'est plutôt sur MyLobby. Et moi, personnellement, j'ai 38 ans, j'ai un peu des cheveux grisonnants. Et j'ai eu un parcours assez, on va dire... atypique ? Voilà, merci. J'ai pas fait d'école, de grandes écoles. J'étais plutôt issu du milieu artistique. Alors vous le savez, ceux qui nous suivent, c'est un peu la tradition sur Radio Imo. L'invité du jour, c'est également le DJ de la journée. Et vous avez choisi comme première musique Life on Mars de David Bowie. Pourquoi cette chanson ? Alors déjà, je suis assez fan de David Bowie, mais en plus de ça, je trouve que ça a toujours été la curiosité, cette chanson. Se poser la question s'il y avait de la vie sur Mars, j'ai trouvé ça toujours agréable. Je parle anglais, pas non plus bilingue, mais c'est vrai que voilà, le titre m'a toujours évoqué de la curiosité et la musique également, enfin le son aussi. Donc, je l'écoute assez souvent quand j'ai envie de trouver des solutions. Une musique atypique avec c'est quand même, c'est la classe. Voilà. Alors, c'est sûr que pour les générations d'Erwan. C'est plus compliqué, c'est sûr. C'est moins parlant. Oui, c'est surtout moins chantant. C'est bien. Mais David Bowie, Alors David Bowie, il avait une particularité. Je ne sais pas si vous savez, il avait un œil verron. Ouais, si. Oui. Donc, et surtout, c'est un mec qui a eu toutes les coiffures du monde. Il faisait ce qu'il voulait avec ses cheveux. Il était un peu filiforme. Il a toujours eu finalement une présentation physique un peu ambiguë, un peu au début. Il s'était inventé un personnage qui s'appelait Ziggy Stardust, qui était extraordinaire, avec une mise en scène un peu phénoménale. On est en pleine époque, faut quand même que c'est quand même l'époque de l'émergence d'Elton John, des Rolling Stones, c'est de Freddie Mercury avec Queen. Enfin, il y a une émulation en Angleterre qui est absolument incroyable. Il faut quand même savoir que les années 70, t'as Queen, t'as Rolling Stone, t'as les Beatles qui avaient précédé, t'as David Bowie qui arrive, t'as Led Zeppelin. Enfin voilà, il y a quand même une émergence absolument phénoménale. Et c'est vrai que David Bowie, il a eu après une deuxième partie un peu plus pop, un peu plus disco. Ça a toujours été quelqu'un qui portait très très beau et qui malheureusement est parti un peu trop tôt. Mais c'est Life on Mars, c'est vraiment c'est culte. Voilà, moi je pense que ce cher Monsieur Le Mercier devrait d'ailleurs se pencher sérieusement sur David Bowie. Je l'ai écouté. Quand même. Alors, voilà, je l'ai écouté. Voilà. Eh bien, atypique. Atypique. Ouais. Atypique. Ouais. Alors vous avez dit tout à l'heure, mon cher Timothée, que vous aviez un passé artistique. Ouais. Bon. Ouais, alors on comprend pour laquelle vous avez les raisons pour lesquelles vous avez cette idée absolument incroyable et assez très astucieuse de trouver un sort au trousseau de clés, comme dirait l'autre. Mais vous étiez acteur et comédien. Ouais, j'ai commencé. Et on peut trouver, parce ça. que mesdames et messieurs, ça balance. vous pouvez, au moment où vous m'écoutez, taper sur votre ordinateur, comme l'a fait derrière Erwan, Timothée Maucourt, et vous verrez des scènes extraordinaires. Ah, merci. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui, Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 7 ans. 7 ans où donc après le bac, j'ai décidé de me lancer dans la comédie. J'avais fait du théâtre au lycée. J'avais beaucoup aimé. Et bon, j'avais jamais senti Enfin voilà, pour moi, c'était pas un métier, c'était un hobby. Et ça vous a pas tenté le conservatoire ? De présenter le conservatoire ? Non, j'étais plus attiré par le cinéma plus que par le théâtre. Plus par, par l'univers du cinéma. Tout ce qu'on pouvait faire au cinéma.
ce qu'on pouvait pas faire au théâtre. Et également par le jeu d'acteur, qui pour moi est plus intéressant au cinéma qu'au théâtre. Alors je sais que je vais peut-être pas mettre que des amis, pas me faire que des amis, mais au cinéma c'est très compliqué de mentir parce que la caméra capte tout, contrairement au théâtre où c'est beaucoup plus dans le jeu. Mais oui. Et donc le côté de la caméra, le côté d'être vivant et de croire une scène et de vivre la scène est beaucoup plus présente et beaucoup plus puissante au cinéma qu'au théâtre. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, je me suis plus orienté sur le cinéma. Et par là, j'ai monté une association de théâtre. Mais vous avez fait pas mal de... vous avez fait quelques longs métrages quand même. Vous êtes même crédité au générique. Oui, j'ai fait. J'ai eu quelques silhouettes ou quelques figures, mais pas non plus des. Non, j'ai fait quelques courts métrages. J'ai moi-même réalisé aussi. Je me suis tenté à la réalisation. Je me suis tenté à la post-production. J'ai essayé un petit peu de quoi, de 20 à 27 ans. À peu près. Ouais. Je me suis marié à 30 ans. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ? Le mariage. le mariage. C'est vrai. Non, mais c'est la raison. Non, mais c'est aussi la rencontre avec mon associé. C'est pas que le mariage. Oui. Non, mais il y a le mariage, la raison. Puis je pense qu'effectivement, quand on est, c'est Francis Huster qui disait ça, qui disait dans son cours, il était professeur au cours Florent. Il faisait la classe libre, vous savez, du cours Florent. Et qui disait il faut être prêt à rater sa vie quand on est comédien parce qu'effectivement il y a beaucoup d'appelés et assez peu d'élus. Je veux dire, travailler quand on est comédien, c'est quand même pas évident. C'est compliqué. Vous aviez avoir suffisamment de cachets pour obtenir les... Non, en toute honnêteté, non. Et j'étais pion au collège pour arrondir les fins de mois. Enfin voilà, j'ai jamais réussi à en vivre totalement. Et moi, c'était un de mes professeurs de l'Actor Studio qui s'appelle Jack Walzer, qui m'avait dit ça, qui donne des cours qui est prof à l'Actor Studio, qui était le coach de Dustin Hoffman et qui donnait aussi des cours en France, qui me disait que pour être comédien, il faut attendre 20 ans pour avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir être capable de retranscrire cette expérience sur scène et pour pouvoir, encore une fois... Il faut attendre 20 ans, il y en a pour qui ça marchait tout de suite. Dustin Hoffman, il a fait un film, un long métrage pour démarrer, c'était le lauréat. Incroyable. Puis je peux en prendre un autre pour qui ça a été. Mais c'est Al Pacino. Al Pacino, il fait un film, un casting pour Le Parrain. Il a explosé. Ouais. Il a pas 25 ans et notoriété immédiate. Par contre, tu prends Anthony Hopkins, par exemple, qui a émergé. Combien de temps il a mis Anthony Hopkins pour émerger ? Il a mis au moins 25 ou 30 ans. De toute façon, chaque carrière est quand même assez différente. Incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis totalement fan du cinéma américain, du cinéma anglais et de la manière d'appréhender le métier de comédien. Parce que c'est un vrai boulot là-bas. En fait, il y a une vraie industrie qui est totalement... chaque film est bien... bien calibré, bien monté, bien fait, bien ficelé. Oui, et surtout, les gens ne sont pas payés avant le film, sont payés à la fin du film par rapport aux recettes qui étaient faites. Donc chaque film, il faut voir ça comme une micro-entreprise liée à la performance du film. Et en France, c'est pas le cas du tout. Et également, le cinéma ou le théâtre aux États-Unis, c'est des choses, ou même, on va dire, l'expression artistique aux États-Unis ou en Angleterre, c'est des choses où, ça fait partie du cursus scolaire. Nous, en France, le cursus scolaire, jamais il intègre un cours de théâtre. Alors, de temps en temps, un petit peu plus, de plus en plus maintenant. Oui, non, de plus en plus maintenant. Mais ça reste toujours une heure comme ça. Et après, au lycée, on en parle même plus. La dimension musicale et artistique est intégrée dans le cursus, mais bien moins, effectivement. Je suis d'accord, bien moins qu'à Londres ou qu'en Angleterre qu'aux États-Unis. Mais c'est donc la raison qui l'a emporté. Moi, ce que j'aimerais savoir... Pour revenir sur mon parcours... Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est... Ok, le mariage, donc le mariage vous a rendu la vue. Voilà, il y en a qui là, n'importe qui c'est les rangs aveugles, d'autres pour qui... Bon, la rencontre avec votre associé qui était un ami, bon, très bien, mais comment on décide de dire j'arrête ce désir profond que vous avez toujours en vous ? Vous m'en avez parlé, mais donc vous avez pas sacrifié, mais vous êtes résigné au fait d'abandonner cette carrière artistique pour une carrière d'entrepreneur. C'est quoi le switch ? C'est quoi la raison du switch ? Alors, il y en a plusieurs, quand même, mine de rien. Donc, il y a déjà le mariage, il y a aussi le côté un peu plus, de réussir à fonder une famille, d'avoir des choses, plus d'assises au niveau financier. Oui. Donc ça, c'est une première raison. Vous raison. Une vision maslonienne, quoi. Vous avez dit, voilà, il faut aller à la chasse, ramener de l'argent à la maison. À un moment donné, on est obligé de mais respect, total respect. S'y astreindre. Là aussi, j'ai aussi découvert un petit peu la réalité du business du cinéma,
dans laquelle je me suis pas du tout retrouvé, surtout lié avec une. Alors pour la faire courte, on n'est pas là, on parle de l'IMO, on n'est pas trop pour partir du cinéma, mais quand même en fait il y a une mainmise qui est faite par le CNC et tout passe par cet organisme qui permet de financer des films et qui est là, c'est la fameuse exception culturelle française qui permet d'avoir CNC, c'est le Centre national de cinéma. Mais c'est un organisme public. Public, c'est ça, exactement. Qui finance la production, qui finance de films. Pas toutes les productions. Il y a des critères d'éligibilité pour être au CNC. Il y a toujours des critères d'éligibilité. Je les connais pas, je les ai pas en tête. Mais moi, ce que je sais, c'est par exemple pour pouvoir faire partie du coffret des Césars, qui est les 300 films de l'année ou 200 films, je sais plus combien il y en a de l'année, qui sont visibles et visualisés par l'ensemble du cinéma français pour pouvoir ensuite choisir des nominés qui eux-mêmes seront par la suite récompensé, merci, du César. Il faut avoir un numéro d'agrément du CNC. Donc déjà, si on n'a pas ce numéro d'agrément du CNC, donc c'est-à-dire que si déjà le film n'a pas été agréé, donc financé d'une manière quelle qu'elle soit par le CNC, soit via des productions agréées par le CNC, soit via des subventions données par le CNC, le film Et pour en revenir à votre carrière à l'immobilier, justement, comment est-ce que vraiment ça s'est passé, cette reconversion de comédien à entrepreneur dans la blockchain? Alors, la blockchain est venue après. Donc, j'ai eu la première chose, c'est la rencontre avec mon associé, qui a été déterminante. Lui s'est retrouvé à la porte de chez lui, la porte claquée. Je pense que ça arrivait à plusieurs personnes. Et de là, on a eu une idée qui était celle... Porte cassée, c'est-à-dire que cambriolage? Non, porte pas cassée, fermée, exactement, ouais. Ah oui. Enfermée dehors. Ah, moi aussi, c'est une galère. Je pense que ça parle. Ça m'est arrivé, pas mal de monde. Voilà. T'imagines, ça m'arrive à minuit, je me rappelle avec ma femme, on se retrouve dehors, et les clés à l'intérieur. Qui on appelle à minuit, quoi? Un mec qui vous prend 1000 balles pour repasser une radio, ouais. 1200 balles pour un mec qui est venu, qui nous a dit bien content qu'il soit là, quoi. C'est ça. On a bien eu les boules. Alors que maintenant, il y a MyLobby. Alors non. Après. Non, nous, on sauve pas les... Non, mais ça aurait pu être une solution. Mais voilà, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin et on avait mis en place une idée. C'était sûrement au stade et c'est resté au stade de l'idée, mais qui était celle de pouvoir se faire livrer une clé dans tout Paris, à n'importe quelle heure, en cas de porte claquée. Moi, je trouve que l'idée est géniale en soi. Hein. Alors, elle est géniale, mais sur le papier, elle est géniale, mais après, dans les faits, c'est compliqué. Enfin, déjà, moi, personnellement, me lever à 3 du mat en février pour livrer une clé à l'autre bout de Paris en scooter à un mec bourré pour 20 balles, j'ai pas... Enfin, voilà. L'envie n'était pas là. L'idée est bonne. Non, mais l'idée est bonne, mais dans le modèle, mais le modèle est compliqué. Et ensuite, moi, j'ai toujours eu... j'ai vécu en immeuble, en appartement. Mon père était le président du conseil syndical et je l'ai toujours vu avec des trousseaux de clés énormes dans ses poches, toutes les clés de la copro. Et je me suis dit, déjà, est-ce qu'il y a... où est-ce qu'il y a le plus de clés à gérer, quoi? Et c'était clairement dans l'immobilier, c'était clairement en agence immobilière. Donc, je suis allé voir les agences immobilières et je leur ai un peu demandé... comment est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir les gérer, tout simplement, ces clés. Et les réponses étaient un papier, un crayon, une photocopie, un tableur Excel pour les plus digitaux. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai besoin et qu'il n'y avait pas de réponse digitale à apporter à ça. Et donc là-dessus, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, j'ai rencontré une centaine d'agences, j'aurais posé la question sur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir et comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Et ils m'ont fait leur retour et donc voilà, c'est vraiment venu du terrain, la réflexion est venue du terrain. Donc c'est une idée au départ de mon associé qui a été transformée par le terrain et qu'on a mis en place et qu'on adresse depuis 2021. Donc voilà un peu le process de création et d'idéation qu'on a eu. Et pour rappeler à celles et ceux quand même qui ne connaissent pas, aujourd'hui, MyLobby, c'est quoi? Si vous deviez le résumer assez simplement. MyLobby, c'est une plateforme web qu'on trouve en ligne et qui permet de tracer et de transférer la responsabilité d'un trousseau de clés. Et c'est là où la blockchain dont vous parliez avant est intéressante, parce qu'une personne, quand elle récupère le trousseau de clés, elle récupère la responsabilité au point de vue légal de ce trousseau.
C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, Sylvain, vous êtes. Oui, mais c'est un professionnel qui récupère les clés. C'est pas un particulier. Non, c'est un professionnel. Mais par exemple, vous, Sylvain, vous êtes... La responsabilité, je veux dire, vous la transférez à quelqu'un qui est habilité en tant que tel. C'est ça. Mais si c'est un particulier, est-ce qu'il a... Il a autant la responsabilité. En fait, vous connaissez ou pas la signature électronique ? Expliquez-nous. Signature électronique, ça permet de pouvoir signer à distance un acte authentique de vente ou un devis ou autre chose. C'est devenu maintenant monnaie courante. Voilà, exactement. Il y a plusieurs acteurs qui font ça et qui font ça très bien. En fait, eux, ils utilisent la blockchain pour pouvoir certifier, horodater une transaction et pour dire qu'à ce moment-là, telle personne a signé électroniquement tel contrat. D'accord ? Et une fois que c'est ancré dans la blockchain, cette information ne peut plus être modifiée. C'est pour ça que la blockchain est intéressante. Nous, c'est pareil. C'est quand la personne va venir récupérer le trousseau de clés, l'artisan, même le locataire, le propriétaire ou autre, pour si c'est un badge résident ou autre, quand il va récupérer cet objet, il va signer électroniquement le contrat qui va lui permettre d'engager sa responsabilité et que l'objet à ce moment-là n'est plus de la responsabilité de l'agence, mais bien de la personne qui l'a récupéré. Et c'est ce transfert de responsabilité qu'on a digitalisé et qu'on a adapté au trousseau de clés en agence. Et après, à partir de ce logiciel, on a ajouté des nouveaux services. Donc ça, c'est vraiment, ça prend la forme d'un QR code qu'on met en agence immobilière et qui remplace un petit peu le clou sur lequel la clé était posée en agence. Et à partir de là, on a rajouté des nouveaux services pour en fait essayer de proposer toute une gamme de services, un panel de services pour les professionnels de l'immobilier, qui soient des armoires à clés connectées, des boîtes à clés connectées, à mettre dans les parties communes des immeubles par exemple, et aussi un service de duplication des clés. Quelqu'un par exemple qui a du Airbnb, est-ce qu'il peut utiliser votre service pour mettre une boîte à clés devant son appart? Non. Comme c'est le cas pour plein. Oui, bien sûr. Non. Nous, on est vraiment... C'est pas la stratégie. Hein. Non, c'est pas la stratégie. En fait, déjà d'une part, c'est du B2C. On s'en éloigne. Nous, ce qu'on veut, c'est gérer seulement du professionnel, qui eux après peuvent revendre. Oui. Non, mais vous avez vos clients, vos prestataires, vos prescripteurs, ce sont les syndics de copropriété. C'est ça. Et donc qui passent par un conseil syndical. Voilà. Okay. Donc vous n'avez pas affaire à des clients, on va dire directs. C'est ça. Donc votre client qui vous paye, on peut dire les choses comme ça, c'est le syndic. Oui. D'accord, mais qui est mandaté par le conseil syndical. Il faut aussi convaincre qu'on est d'accord le conseil syndical. Aussi convaincre le conseil syndical, c'est plus important. Mais dans la forme, c'est quoi je vous donne un exemple, vous me dites si je me trompe. Il y a un immeuble, il y a 11 lots, 11 appartes. Je veux du My Lobby. Il y a quoi au rez-de-chaussée? Il y a une armoire avec toutes les clés dedans? Alors, là, on serait plutôt sur de la gérance. D'accord. Et en fait, nous, la boîte à clés... Alors, pour la gérance, c'est une armoire connectée. Mais l'armoire connectée, on la met plutôt, on va dire, sur la location saisonnière au niveau en dehors de l'agence pour faciliter les arrivées tardives et les départs matinaux. D'accord. Donc ça, c'est l'armoire. Et cette armoire, elle est où? Trousseaux. Elle est où? Elle est pas dans l'immeuble? Alors là, on parle de l'armoire connectée, c'est un autre produit. Nous, on a l'armoire connectée qui est un produit, et on a un deuxième produit qui est une boîte à clés individuelle, type Masterlock, type Airbnb, sauf qu'elle est connectée et qu'on trace tout ce qui est à l'intérieur. Et en fait, cette boîte à clés-là, on la met dans les parties communes de l'immeuble, au niveau normalement, ça se met au niveau de la batterie de boîte aux lettres. Mais vous la mettez pas comme certaines personnes devant la porte? Non. Parce que j'ai pris un Airbnb. Mais ça, c'est du Airbnb, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est pour les parties privatives. Nous, on adresse vraiment que le commun. Oui, d'accord, le commun. Donc vous regroupez un petit peu toutes les clés dans la même. Il y a quoi comme clé? C'est quel type? C'est pas les clés des apparts? Locofibre. En fait, c'est pas les clés des apparts. C'est les clés d'ouverture des caves, par exemple, du local des fibre, parkings, local fibre, tous les accès dont aurait besoin les techniciens, un maçon, un électricien, un plombier, maintenance extincteur, le chauffagiste. Comment ça se passe actuellement? Ces clés communes, elles sont où aujourd'hui? Il y a deux possibilités. La première, c'est que ça soit le PCS, donc le président du conseil syndical, qui a un trousseau et qui doit ouvrir l'accès au commun. Mais il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là pour pouvoir ouvrir l'accès au local fibre. Il faut qu'il soit là pour... En fait, au lieu d'immobiliser, si je comprends bien, quelqu'un du conseil syndical, l'ordre de mission est donné à un chaudronnier, ce qu'on veut, peu importe, il vient... Il y a une armoire connectée avec son iPhone, c'est ça, hein? En fait, il génère un code qui est unique. Un code, il ouvre, il fait sa mission. Tant que c'est pas fermé, il est réputé détenir la responsabilité de la clé. Exactement. Non, mais s'il la perd... on sait que c'est lui.
Est-ce que vous avez déjà perdu une clé d'ailleurs depuis le lancement ? Non, et nos clients nous le disent. Enfin, c'est pas nous qui le disons parce qu'on le sait pas. Mais nos clients nous le disent. On demande rapidement, on demande tous les 6 mois à nos clients s'ils perdent des clés, s'ils ont perdu des clés ou pas. Pour l'instant, aucune. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, pour leur donner également envie, est-ce que justement le fait de s'occuper quelque part à la place de tout ce qui est lié aux clés pour la fibre, accéder un petit peu à toutes les parties communes également, est-ce que c'est quelque chose qui fait économiser de l'argent, que ce soit aux agences immobilières, comme vous le disiez, ou également aux syndics de copropriété ? Oui. Alors, ça fait économiser de l'argent car ça permet aux gestionnaires de pouvoir négocier les frais de déplacement et de diminuer les coûts de déplacement de tous les intervenants qui viennent dans l'immeuble, parce que les intervenants à ce moment-là peuvent arriver n'importe quand, ne sont pas tributaires soit de la disponibilité du PCS, du président du conseil syndical, soit de la disponibilité en agence et des heures d'ouverture de la clé en agence pour venir la récupérer, donc de faire un détour pour récupérer les clés en agence. C'est la deuxième possibilité, c'est que ce soit les agences qui gèrent les clés des accès aux communs. Donc en fait, ça permet de pouvoir négocier le coût du déplacement, le coût d'intervention auprès du prestataire et du fournisseur. Donc déjà, ça donne des billes au gestionnaire pour pouvoir lui permettre, dans son cadre de contrat de maintenance et autres, de pouvoir diminuer les coûts. Et arriver en fait à autofinancer la boîte et qu'elle soit plus une charge de la copro. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est aussi en termes de sécurité, puisque maintenant, si on prend l'exemple du ménage, le matin qui vient pour faire le ménage dans les immeubles, les clés des parties communes sont chez le prestataire de ménage. Et on ne sait pas quelle personne vient, on ne sait pas ce qu'ils font de la clé après. Enfin, il y a une espèce d'opacité sur qui est-ce qui détient la clé, qui est-ce qui en a la responsabilité. Et au final, ça donne l'accès aux communs qui peuvent entraîner des cambriolages, surtout le mois d'août quand il n'y a personne. Donc il y a aussi cet aspect sécuritaire qui est très important, puisqu'en fait les gens veulent de plus en plus être en sécurité chez eux. Ils installent des caméras, mais bon, une caméra, si le mec il est cagoulé, on sait pas on sait seulement qu'on a été cambriolé, super. Mais de toute façon, le cambriolage a déjà été fait. Donc, mais on met une caméra. Et je vais vous dire, même si on prend des services de sécurité, moi ça m'est arrivé. Il y a eu c'était pas une intrusion, mais en tout cas, il y avait eu un déclenchement d'alerte avec une porte qui s'était ouverte. Le gars de la sécurité, il est arrivé 1 heure après. Ouais. Le mec, il s'est pointé, il dit oui, alors je dis, mais attendez, la police était déjà sur place, était déjà repartie pour faire avec les constatations possibles. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt. Mais t'es pris dans les bouchons. Mais oui. Ouais, le gars, il dit je suis d'astreinte, on peut comprendre. Mais quand vous avez... Alors, c'est tout le sujet des promesses aussi, marketing, de vente. Quand vous voyez à la télévision des entreprises de sécurité qui vous disent dans la seconde on est là, dans la minute on est là quasi immédiatement, la force de constater que c'est faux. Puisque vous appelez la personne, je vois dans ce service-là, la personne elle s'est pointée 1 heure après. Bon. En plus, ils ont eu quand même l'outrecuidance de vouloir facturer la prestation. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais là, par exemple, est-ce que le fait que vous ayez mis au point cette solution permet d'atténuer ou de réduire ces possibilités? Tout à fait, parce que déjà d'une part ça permet de mutualiser une clé pour l'ensemble des prestataires. Donc c'est pas N trousseaux qui sont dispatchés à N prestataires, c'est un. Donc ça réduit le nombre de trousseaux en fait. Oui, c'est ça. Ça rationalise. Vous avez une clé qui est au même endroit, qui est prise par quelqu'un et qui la remet au même endroit. Exactement. Moi je trouve ça top. Et à chaque fois qu'il récupère la clé, on sait lequel c'est, qui c'est. Et dans toutes les copros, il y a forcément des clés communes. Et dans toutes les copros, il y a toujours des clés communes. De toute façon, de plus en plus maintenant avec le local fibre, il faut déjà pouvoir accéder au local fibre. Il y a de plus en plus de problématiques. Parce que le local fibre, le problème, c'est que, moi, dans mon immeuble, c'est un foutoir pour être... C'est très compliqué d'accès. Voilà. Non, et même l'intérieur, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu un local fibre, comment c'est fait. Non, mais moi, ils débranchent. Là où j'habite, ils ont jamais réussi à la mettre. C'est ça, parce qu'en fait, ils débranchent des points de livraison qui doivent être... Et les mecs, c'est des sous-traitants qui sont... je vais pas rentrer dans celui-là, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a un vrai problème d'accès et de traçabilité et de soins à apporter au local fibre. Et est-ce que MyLobby, c'est une solution qui, justement, par rapport à tous ces problèmes que vous gérez, auxquels vous avez pensé en amont, est-ce qu'elle est applicable à d'autres domaines que l'immobilier ou la gestion de clés ? Oui, tout à fait. Mais oui, oui. Bah oui. Ça pourrait être, par exemple, pour le soin domicile.
En fait, pour pouvoir intervenir... C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait voir une personne alitée, par exemple... Ouais. Même les prestataires de soins, les fournisseurs de soins, les kinés... Sur un boîtier, voilà. Faire son code. Donc on sait que c'est lui, parce qu'il a le code qui va bien. Il ouvre la porte, et la personne sait que c'est la personne. C'est ça. Et on sait combien de temps elle est restée, si les soins ont bien été faits. Parce qu'il y a les soins, il y a la livraison des repas. Si les soins ont bien été faits, comment vous faites pour vérifier ça? Alors non, mais sur la prestation, je veux dire oui, d'accord, ok. La durée du soin. De dire qu'elle est venue. Si la personne est alitée et qu'on voit que la personne est venue que 5 minutes, alors qu'elle devait le laver, oui. On peut mettre en... Ça traque, en fait, si la période qui permet par exemple de faire un soin, elle est de 20 minutes en moyenne, c'est sûr que si le gars il est resté 7 minutes sur place, il y a un sujet. C'est pas la première, c'est pareil aussi pour si on revient sur la copro, c'est le compte rendu d'activité qu'on permet de donner aux AG et qui permet de dire que par exemple la maintenance, si on prend la maintenance extincteur, imaginons il y a 150 lots et que la maintenance extincteur a mis 15 minutes, on peut se poser la question, est-ce que la maintenance a bien été faite? Voilà, donc c'est pas la vocation première de l'application, mais c'est ce qu'elle permet de faire. Donc en fait, on se rend compte également qu'on vient ajouter des nouveaux services qui viennent s'agréger et qui viennent compléter ça. Et pour revenir sur les soins à domicile, c'est un vrai problématique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent vieillir à domicile et qui vont pouvoir mourir à domicile. Il y a 90% des gens qui vont pouvoir effectivement trouver... mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des solutions existantes? Alors il y a deux solutions. Ouais. La première, c'est dupliquer les clés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un trousseau de clés. Moi, je vais prendre un trousseau. Laisse-moi seulement terminer pour bien comprendre l'enjeu du truc. Donc il y a 6 personnes, il y a 6 prestataires de soins qui doivent intervenir. Auxiliaire de vie, kiné, infirmière, médecin, famille. Donc et livrage de repas. Lourdement dépendant quand même. Portage de repas. Ah oui, non, mais là, je parle pour les personnes qui sont handicapées, qui sont alitées ou qui sont... Et qui souhaitent vraiment vieillir à domicile. Et qui souhaitent vieillir à domicile le plus longtemps possible. La durée de vie dans un EHPAD, c'est 18 mois, l'espérance de vie. Donc, normalement, on sait que c'est le dernier voyage. Au moins, être à domicile, ça permet d'avoir plus de liberté, justement. Oui, surtout plus de vision, quoi. Enfin, comment dire. Je sais pas si vous comprenez. Bref. Oui, d'avoir justement de pouvoir avoir une durée de vie qui est supérieure à 18 mois. Parce que du coup, de vieillir chez soi, la personne ressent moins les effets et est plus à l'aise chez elle. Exactement. Et c'est chez elle. Donc, donc de dupliquer les clés. Imaginons, prenons une clé sécurisée qui a 100 €, ou même 80 €, on va dire. Si on la multiplie par 5 ou par 6, tout de suite, ça fait un ticket à sortir au départ. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, et c'est pareil, c'est des personnes qui ont 5-6 clés et qui, en fait, ont plus de risques de se faire cambrioler parce qu'au final, 5-6 clés, c'est 5-6 fois plus de risques, ainsi de suite. Et puis c'est prendre aussi l'autre risque que ces personnes, les auxiliaires de vie qui peuvent venir les voir, ont aussi d'autres patients, donc d'autres clés, donc peuvent aussi perdre justement une clé parmi tant d'autres. J'ai eu le cas avec quelqu'un qui s'occupait de mon chat quand je suis pas là. Ouais. Un dog-sitter, c'est ça? Tout à fait. Bon. Non, mais c'est un pet-sitter. C'est un pet-sitter. Voilà, pet-sitter. Eh ben, elle a perdu les clés. Donc j'ai 2 solutions. Soit j'identifie dans le périmètre où elle a perdu les clés, soit je change carrément la serrure. Ouais. Parce que je prends pas le risque, effectivement, de laisser une clé dehors. Est-ce que moi, qui ai une maison individuelle, par exemple, je pourrais utiliser votre solution? Oui, bien sûr. Mais comment? Je mets un boîtier devant la maison, à côté de la boîte aux lettres? Non, c'est ça. C'est qu'en fait, encore une fois, on ne fait pas de particulier. Donc nous, par exemple, si on prend moi, ça m'intéresse vachement. Oui, je comprends. Mais en fait, on veut pas, on ne peut pas faire de particulier. On n'a pas les ressources nécessaires et on n'a pas. Ça pourrait avoir du sens que je mette un boîtier devant chez moi. Un boîtier, on peut le casser, on peut trouver un... Non, mais le problème du boîtier, et donc c'est la deuxième solution sur laquelle je voulais venir sur le soin à domicile, c'est qu'en fait, une boîte à clés, au final, tout le monde a le code. C'est que, par exemple, le plombier qui vient pour remettre votre douche aux normes PMR, aux normes de personnalité à mobilité réduite, en fait, il a le code. Que l'infirmière qui vient a le code, que le plombier qui doit venir après pour installer a le code, que l'électricien qui doit passer après a le code. Et en fait, au final, tout le monde a le code. Tout le monde sait qu'à l'intérieur, il y a une personne fragile et en dépendance. Et quand il faut changer le code, il faut remonter toute la chaîne. Enfin, c'est une vraie galère. Notre solution permet d'avoir un code à usage unique qui ait une durée de vie limitée.
Ce qui permet qu'un code ne peut être utilisé qu'une seule fois et pas 2 fois. Et c'est toute la magie du truc. C'est comme ça qu'on arrive aussi à tracer les gens et à engager la responsabilité des gens grâce à une signature électronique sur le même principe. Donc, ça pour dire qu'en fait, les 2 solutions, ils arrivent très bien à le faire déjà, parce que le soin à domicile, ils n'ont pas attendu les gens pour vieillir à domicile. Mais en revanche, nous, on apporte cette couche de sécurité et cette couche de service en plus et cette couche de transparence, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et nous, dans cette émission, on aime bien rajouter aussi une couche un petit peu sur le côté entrepreneurial. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes marié. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cet équilibre entre vie professionnelle et vie perso ? Beaucoup de dialogue, de communication. C'est la première des... Parce que c'est marrant, parce que vous avez quitté le cinéma et la comédie pour des raisons de précarité financière, et vous dites, bon, il va falloir que je bosse. Ouais. Enfin, que je ramène ce qu'il faut à la maison. Enfin, voilà, je caricature. Devenir entrepreneur, c'est quand même c'était gonflé aussi, quoi. Et ma femme le devient aussi. Ma femme a monté sa société, elle l'a créée, et ça a commencé hier. Donc c'est son premier jour hier de... Dans quel domaine, juste pour savoir ? Alors elle fait du conseil en contentieux industriel. Donc rien... Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc elle s'associe avec couple d'entrepreneurs. Exactement. Et comment se déroule le quotidien à la maison, justement, entre 2 entrepreneurs ? Est-ce que c'est plus facile de savoir un petit peu ce que l'autre vit, ou est-ce que c'est un milieu qui est peut-être un petit peu plus difficile ? On sépare. On sépare parce que c'est pas du tout le même business. Et elle a du mal à comprendre mon business et j'ai du mal à comprendre le sien. Donc on n'est pas du tout en train de voilà. On cherche vous pas. Vous comprenez déjà sur le plan. Mais on se comprend sur le plan humain. C'est le principal. Et après il y a beaucoup aussi je trouve maintenant il faut qu'on arrive à. Mais sur les enjeux, il y a des enjeux matériels. Ouais, soyons clairs. Il y a des enjeux matériels. Devenir un entrepreneur, c'est se payer peu ou pas au début, c'est ramer comme c'est pas permis avant de voilà, je suis un peu bien placé aussi pour le savoir parce que je suis déjà passé par là à plusieurs reprises, et vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est aussi être prêt à en perdre beaucoup. C'est devenir entrepreneur, c'est une prise de risque, hein, c'est une prise de risque. On peut même dire que c'est quasiment un sacerdoce, surtout en France. Ça vous a pas fait peur? Alors, quitter la précarité du métier d'acteur, on peut le comprendre. Ouais. Pour aller vers l'incertitude de l'entrepreneur. Ouais, mais en fait. Pas mal quand même. Hein. Oui, non, c'est. Vous auriez fait le concours d'entrée à la Poste ou aux impôts, on aurait pu le comprendre, ou dans la fonction publique pour devenir prof, par exemple. Mais là, carrément, vous avez choisi de l'incertitude. Hein. Mais j'ai une certitude, c'est que la vie, en fait, c'est qu'une succession d'expériences et qu'il n'y a rien de pire de se retrouver à 40 ou 50 ans. Ou même... Avec des regrets. Exactement. En se disant... Est-ce que le pari est gagnant ? Alors, pour l'instant. Financièrement, non. Mais humainement et sur tous les jours me lever et avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau. Parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est apprendre. Et en fait, la vie d'entrepreneur, c'est un apprentissage quotidien. Et d'ailleurs, tout le monde, les équipes avec qui je travaille... me l'apprennent aussi. Bien sûr. Alors on va parler chiffres, parce que c'est important de parler chiffres. Ouais. Vous avez levé, alors Erwan, on avait chiffré la levée de fonds en 2022. La récente, c'est ça, 1,3 million. Ouais, 1,2 million exactement. 1,2 million. On a eu moins. Ça c'était 2022. 2023. Pardon, enfin c'était en novembre 2022 qu'on a fait là, mais on a communiqué en 2023, début 2023. Alors, pas de bol, 2023, ça n'a échappé à personne, a été une année désastreuse. Ouais. Pour l'immobilier à tous les niveaux, y compris l'immobilier opéré, mais peut-être un peu moins que les transactionnaires. Est-ce que ça a eu un impact sur les chiffres et sur la stratégie de MyLobby ? Je mentirais en disant non. Donc oui, ça a eu un impact, c'est évident. Néanmoins, on a quand même réussi à faire une belle croissance. On continue à tendre vers les objectifs qu'on a. Mais c'est vrai que vous n'avez pas changé de modèle économique, on est d'accord. Alors on a rajouté des produits. D'accord. En fait, au départ, on était vraiment que sur la partie logicielle en agence, qui est une charge cabinet. Et donc, ce qui était plus compliqué à vendre, surtout dans cette période de crise, où on était plutôt perçu comme un luxe que comme un besoin nécessaire. Et d'accord. À ce moment-là, il y a eu un coup d'arrêt sur cette partie-là du business. Mais ce qui nous a permis aussi, nous, de pouvoir pivoter toujours et de pouvoir adresser un nouveau produit qui est la boîte à clés connectée dans les parties communes et qui sont facturées en fait aux immeubles. Hein. Donc c'est pas une charge cabinet, c'est une charge de l'immeuble facturée à l'immeuble et donc qui permet de pouvoir
de pouvoir accélérer sur ce projet-là. Donc en fait, c'est toujours pareil. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Donc il y a une vraie crise, il y a un vrai coup d'arrêt sur la partie business immobilier. Mais je pense que c'était valable pour tous. Mais ça nous a permis vraiment d'accélérer sur cette partie boîte à clés connectée et sur cette partie connectée. Vous pouvez peut-être rappeler votre adresse du site ou un mail pour vous contacter. Alors c'est www.myloby.com. On va mettre d'ailleurs l'adresse de l'URL sur le podcast. Super, de l'émission. J'ai une question très importante avant de conclure cette émission. C'est si je vous dis allez l'OM. J'ai allé Paris. C'est délicat. C'est délicat comme sujet. Mais justement, vous qui aimez le sport, est-ce que cette pratique du sport au quotidien, ça vous apporte un état d'esprit qui peut se combiner avec celui d'entrepreneur, justement? Tennis et boxe. Ouais, mais c'est très très similaire. C'est un transfert de poids. Donc on reste dans le même, c'est un duel. On tape pas la même chose quand même. Hein. On tape pas la même chose. Mais moi, je préfère taper une baballe que de taper dans la gueule d'un mec quand même. Hein. Alors, c'est un peu primaire. Non, c'est bien primaire de la boxe. Mais les deux sports sont réglementés, on le rappelle. Voilà. Et en fait, c'était un prof de boxe qui m'avait dit qu'on se bat pas, combat, c'est se battre avec. Donc il y a aussi un respect de l'adversaire. Comme au tennis, il y a toujours un respect de l'adversaire. Et c'est une bataille mentale, le tennis, une bataille contre soi-même. La boxe également. Donc en fait, c'est très similaire comme sport. Et les mouvements, les gestes sont vraiment c'est un transfert de poids. Pied gauche devant, que ça soit en coup droit ou bras arrière. En fait, voilà. Moi qui ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune, faire de la boxe, en fait, ça m'a pas. J'ai appris un autre sport. C'est évident, c'est pas tout le même sport, mais il y a vraiment une racine, une base commune. Et pour répondre à votre question, Erwan, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de faire du sport pour réussir à la fois à évacuer ce qu'on vit, à extérioriser, à prendre soin de soi, parce qu'en fait, on se rend compte que si on fait pas ça, on crame vite, on boule vite nos cartes, et la vie est courte, et il faut profiter de chaque moment. C'est très juste. On va se quitter d'ailleurs en musique avec votre second choix musical de Jalen Ngonda, If You Don't Want My Love. Mais Timothée Maucourt, pour finir cette émission, j'ai une petite question qui est toute simple. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Du sport. Et alors tennis pas ou boxe? Beaucoup, boxe et m'occuper de mes enfants, parce que également c'est voilà, c'est peut-être être classique ce que je vais dire, mais ceux qui se souviendront de nous, ce sont nos enfants, et le reste on est vite oublié. Et justement cette musique, qu'est-ce qu'elle vous évoque, If You Don't Want My Love de Jalen Ngonda? Pourquoi l'avoir choisi? Alors moi je connaissais pas, donc. Moi non plus, il y a 2 semaines. Alors comment vous l'avez découvert? C'est ma femme qui un dimanche m'a pris une place à la Cigale et m'a fait découvrir votre femme, son prénom c'est Marine. Marine. Ouais. Marine, et les enfants ça? Ambroise et Hippolyte. Alors Ambroise, Hippolyte. Ouais. Ainsi que Marine. On peut leur dédier cette chanson, puisque vous l'avez découverte. Grâce à Marine. Grâce à Ambroise, je trouve ça très joli comme prénom. Merci. C'est très peu répandu. Bravo. J'aime aussi. Et ma dernière question, vous qui vivez à Paris, est-ce qu'il y a un autre endroit où vous pourriez vivre? Bretagne, Finistère Nord. Ah, pas sud. mal. Où? Alors, vous parlez à des connaisseurs? Alors moi. Ah oui, où? Alors l'endroit que je. Moi, je suis pêcheur, donc attention. Voilà. Alors. Mes parents se sont rencontrés à Saint-Lunaire. Saint-Lunaire, c'est près de Dinard. Oui, Saint-Lunaire, bien voilà. sûr. Donc c'est là où je passe. On n'est pas dans le Finistère, là. Non. On est dans le Morbihan, là. C'est ça. Ille-et-Vilaine. Oui, pardon. 35. Oui, excusez-moi. Et pas de problème. Et le point pêcheur, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Oui. Non, mais je ne faites pas. Non, je ne pêche pas là-bas. Je pêche entre Pléneuf, Valandré. Ouais. Ah, Côte d'Armor. Valandré, c'est Côte d'Armor, c'est ça. Et Erquy. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de l'autre côté du Fréhel. Absolument. Voilà, absolument, Cap-Réel. Et par contre, là où j'aimerais, il y a un peu plus de monde, de plus en plus de monde à Saint-Lunaire. Donc là où pour moi la nature est vraiment, on a un côté beaucoup plus sauvage. C'est la presqu'île de Crozon, Finistère Sud. Vous avez une maison sur la presqu'île de Crozon? Non, j'avais une maison à Saint-Lunaire. Oh, c'est génial. Mais j'aimerais aller vivre en presqu'île de Crozon quand j'aurai quelques années de plus et quelque chose de plus. Mon rêve, ça serait d'aller sur l'île de Watt, vous savez. Une maison sur l'île de Watt, par exemple, c'est exceptionnel. Et
Mais bon, pour l'instant, voilà, il faut faire beaucoup de clés. Paris. Exactement. Voilà, il faut faire beaucoup de clés, avoir beaucoup de syndics pour y arriver. Voilà, et je compte sur vous. Merci en tout cas Sylvain Lévy-Valency d'avoir été avec nous pour cette interview, et puis merci à vous Timothée Maucourt, cofondateur et CEO de MyLobby, d'avoir été avec nous dans le Mac de l'IMO. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Imo. Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.